Les structures universelles se développent de la même manière, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Un système neuronal, un réseau de métastases, une galaxie, la distribution de la matière noire dans l'univers, les réseaux de super-amas galactiques, tous possèdent la même structure en noyau et en réseau. Nos satellites, de jour comme de nuit, photographient la Terre. Oulan-Bator, en Mongolie, est un noyau perdu au milieu d'un océan de nature. À l'opposé, la côte est des États-Unis, le nord de l'Europe, montre que les villes du monde se construisent en noyau et en réseau, selon les mêmes principes universels. Afin de comprendre comment les villes se développent, nous avons étudié le cas de la région parisienne. En superposant les cartes de l'époque mérovingienne jusqu'à nos jours, nous pouvons observer le gonflement de la ville en structure de noyaux et de réseaux, avec une explosion littérale après-guerre qui se poursuit jusqu'à nos jours. À partir de cette étude, nous avons élaboré la théorie du grumeau. Elle explique le phénomène de grossissement des villes à partir d'une multitude de petits noyaux humains. Les noyaux grossissent et génèrent en périphérie des petits grumeaux qui viennent s'agglutiner. Au bout d'un moment, l'ensemble de ces grumeaux fusionnent pour former un noyau plus gros. Petit à petit, les distances aux ressources augmentent. Il est donc nécessaire de s'en procurer de plus en plus loin. Ensuite, les grumeaux principaux des villes différentes fusionnent entre eux. Il y a conflit de ressources. Mais le phénomène ne s'arrête pas là et la ville devenue métropole devient mégalopole et un jour mégalopole. Le développement vertical de la ville est comparable. À partir d'un noyau d'origine, la ville grossit dans les trois dimensions. Dans la ville devenue mégalopole, le volume construit sous la terre est comparable à celui construit au-dessous. Sur des images aériennes actuelles, il est facile de reconnaître la formation des grumeaux et la concentration de réseaux. Le nord de l'Inde ou le nord-est de la Chine sont par exemple dans cette phase de développement. Au final, nous obtenons des villes qui sont le résultat de la fusion de noyaux et de grumeaux saturés. New York, 36 millions d'habitants, Jakarta, 26 millions d'habitants, Tokyo, 35 millions d'habitants. Comparons une province chinoise à 20 ans d'intervalle. Le nombre et la taille des grumeaux ont littéralement explosé. À partir de ces différentes études, il est possible de faire des projections sur l'avenir. Nous avons appliqué sur cette province chinoise la théorie du grumeau. En un siècle, ce qui était une province agricole devient une plaque urbaine unique pour laquelle toute trace de nature et de terres agricoles a disparu à l'instar de la région parisienne. Notre concept de la ville, ville moderne, propose un schéma innovant de développement urbain progressif en association avec son territoire. Petit à petit, le mitage territorial est éliminé au profit d'une ceinture urbaine qui se dessine comme les méandres d'une rivière entre les villes existantes. À l'extérieur de la ceinture urbaine, de la vraie nature est retrouvée ou plantée. À l'intérieur, nous trouvons les ressources avec en premier lieu un ruban de territoire longeant le cordon urbain, fournissant l'eau, l'énergie, les matériaux. À l'intérieur du cordon urbain sont aménagées la production de toutes les ressources dont la ville a besoin. The Pink Little Suitcase est une animation qui montre le contexte actuel dans lequel se développent les villes. Toutefois, nous avons le choix de changer de manière de construire la ville qui, sans action de notre part, conduit au bottleneck. Le bottleneck, goulot d'étranglement, montre comment depuis la création de l'agriculture, l'utilisation des terres cultivables augmente tandis que les ressources diminuent. Ce phénomène s'accélère lors de la révolution industrielle et très récemment lors de la révolution financière. Dans le même temps, la population augmente. Le graphique
montre comment l'utilisation de la totalité des surfaces cultivables, l'épuisement des ressources et l'augmentation de la population nous amènent dans une impasse, le bottleneck. Les images suivantes nous montrent la réalité nécessaire pour faire vivre les villes, les alimenter en énergie, en nourriture, en biens et services grâce au transport. Les villes enflent et dépendent de ressources venant de plus en plus loin et se fragilisent. À l'instar de New Delhi, Mexico, Sao Paulo, Hong Kong et bien d'autres encore. Les conséquences sur la vie de l'homme sont terribles. Pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution humaine. Nos grandes métropoles deviennent des grumeaux saturés, de plus en plus invivables. Après ces images difficiles, prenons quelques instants sur ce magnifique paysage de cascade en Islande. Savourons les couleurs de la nature et ces éléments qui nous sont si chers. L'eau, le rocher, la terre, le ciel, la cascade, les champs. Nous devons l'excellent film qui va suivre à Max Galka de metrocosmos.com. C'est une courte vidéo de 3 minutes qui montre à l'échelle de temps constante l'histoire de l'urbanisation dans le monde de moins 3700 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Depuis plusieurs décennies, la machine humaine est grippée. Elle fonctionne en boucle ouverte en se débarrassant de ses ressources une fois utilisées grâce à l'énergie facile. À l'instar du phénomène du bottleneck,
Ce phénomène converge vers l'effondrement du fait de la complexité croissante et non maîtrisée de notre civilisation. À l'opposé, un fonctionnement en boucle fermée restaure en permanence l'utilisation des ressources. Mené de manière compréhensive, il permettrait une autorégulation de la machine humaine. Actuellement, le mode universel qui fait fonctionner nos villes est le modèle perfusé. La ville toute-puissante est alimentée de toutes parts en énergie, en eau, en argent, en gouvernance. Elle représente la ville concentrée et concentrique par excellence, qui draine le monde de ses ressources et de ses richesses. C'est une ville despote qui s'alimente de ses petits voisins, quelle qu'en soit la distance. Ce modèle naturel n'est pas une fatalité et l'intelligence humaine peut en changer les fondements. Sur une planète Terre à 15 milliards d'habitants, le modèle de fonctionnement urbain doit changer sous peine d'écrasement de la ville sous son propre poids. C'est ce que propose le modèle cellulaire alternatif prometteur de la ville du futur. Dans ce mode de fonctionnement, les cités sont fragmentées en petits morceaux. Chaque morceau devient une entité géographique, une communauté géographique qui se suffit à elle-même. Elle favorise les échanges avec ses voisins, leur procure ce qu'ils n'ont pas, au travers d'échanges équilibrés et indispensables au fonctionnement humain. Tout au contraire du modèle perfusé, chaque cellule diffuse de l'intérieur vers l'extérieur. Nous arrivons au concept de la ville avec un cahier des charges et des objectifs exigeants qui doivent permettre de respecter ces principes. La ville s'appuie sur des concepts simples. La Terre est un vaisseau spatial où chaque ressource perdue dans l'espace l'est de manière définitive. L'être humain est la seule espèce sur Terre à cultiver. Elle doit prendre soin de l'équilibre entre les surfaces urbaines et les surfaces agricoles. L'indépendance relative permet de favoriser les circuits courts et le dynamisme économique local afin de créer de l'emploi. La rigueur efficace a pour but de simplifier les réseaux humains qui quadrillent le territoire avec un coût très élevé de construction et de maintenance. Par ailleurs, ils détruisent progressivement la vraie nature. La quantisation ramène l'être humain dans des fondements qui lui sont indispensables, tels les proportions, les formes, les réseaux, la diversité, les ensembles, les fractales. La dérupture a pour volonté de ramener dans l'esprit humain le rapport qu'il y a entre une action et sa conséquence sur son environnement, car ce rapport se détériore avec l'augmentation de la taille de la ville. La villercité met un terme à la ville cloisonnée que nous construisons depuis des siècles. Quartiers de riches, quartiers de pauvres, quartiers d'affaires, quartiers de commerce. Plus les quartiers sont cloisonnés et plus ils nécessitent de parcourir de grandes distances, rendant la voiture indispensable. Commerce, logement, industrie sont regroupés dans chaque entité territoriale, la communauté géographique. Le quartier, l'îlot, l'immeuble. Les générats spécialistes ont un rôle particulier dans la ville. Ils font le lien entre les différentes disciplines de construction et de fonctionnement de la ville. Ils prennent soin de conserver les équilibres globaux en permanence. Les indicateurs temps réel existent grâce à la connectivité entre les équipements et le fonctionnement économique et social de la ville. Ils permettent à tous les habitants de mesurer la situation de la ville et d'agir en conséquence. La flexibilité est un concept qui accepte le changement de fonction d'un bâtiment au fur et à mesure du temps. Les bâtiments sont eux-mêmes décloisonnés dans les fonctions. Un immeuble de logement et de bureaux peut, par exemple, devenir un ensemble d'ateliers et d'administrations au bout de quelques années en fonction des besoins. La connectivité assure les liaisons entre chaque immeuble, en traversant les rues au niveau du sous-sol. L'ensemble des réseaux passe par ces liaisons, que ce soit les courants forts, les courants faibles et informatiques ou l'eau. De ce fait, les réseaux sont accessibles depuis l'intérieur. Ils peuvent être construits et maintenus de manière facile. Le réusage pousse encore plus loin le concept de recyclage en utilisant deux filières. Premièrement, la filière de récupération et de réparation remet directement les produits sur le marché. Deuxièmement, la filière de recyclage pousse à l'extrême et atteint l'objectif de zéro déchet. Prenons le temps de faire un zoom sur le cordon urbain. De l'extérieur vers l'intérieur, il est composé par la voie, les supertrains,
les aires de loisirs, le cordon urbain, les aires de loisirs intérieures, les supertrains à nouveau, les jardins partagés et les zones de techniques de ressources. La voie est périphérique, elle permet d'accéder à toutes les circulations entre les villes. Dans la zone urbaine, les immeubles possèdent un sous-sol unique de locaux techniques. Comme il n'y a pas de voitures dans la ville, il n'y a besoin ni de cave ni de parking. Les sous-sols sont reliés entre eux pour assurer la connectivité des réseaux. Au rez-de-chaussée se situent les commerces et les logements des personnes qui se déplacent difficilement. 4 étages seulement assurent la cohérence dans les proportions avec la rue. Les ascenseurs sont inutiles, économisant ainsi une énergie précieuse. Le concept de la ville se fonde sur des aspects primordiaux. Concernant la qualité de l'air, la vraie nature est d'une surface égale à la surface cultivée des ressources. La végétation, plantée ou conservée, permet de compenser le dioxyde de carbone des activités humaines. L'eau, dans la mesure du possible, est captée lors des crues par un système de digues et alimente un réseau de réservoirs disposés autour de la ville. De cette manière, l'eau peut être utilisée en période de sécheresse et permet aux villes qui sont plus en aval de la rivière de bénéficier de la même quantité d'eau. Les eaux grises sont recyclées, les eaux de pluie sont récupérées en terrasse et purifiées en eau potable. Les eaux usées sont traitées avant d'être rejetées dans la nappe phréatique à partir de chaque immeuble. Les rues servent à transformer la ville en cité éponge. Les canalisations et égouts ne sont plus nécessaires. Les surfaces de la rue sont toutes de niveau afin de permettre la circulation des piétons et vélos. Les matériaux utilisés sont drainants de manière à évacuer directement l'eau dans le sol. Des ouvertures sont pratiquées dans la rue afin de planter de la végétation et des arbres. Ces surfaces, ouvertes au ciel, récupèrent directement les eaux de pluie et les dirigent dans la nappe. L'ensemble de la production alimentaire est basé sur les principes de la permaculture. Les déchets d'une espèce doivent servir de nourriture pour une autre espèce. L'élevage des animaux est situé en périphérie pour que leurs effluents soient facilement récupérés dans les méthaniseurs. L'implantation intensive de bovins sera évitée pour diminuer l'injection directe de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les volailles et les ovins seront privilégiés. Ils peuvent paître dehors dans les zones de verger. L'agriculture maraîchère est fondée sur le principe de la micro-agriculture intensive qui a fait le succès des maîtres maraîchers parisiens au XIXe siècle. Une production abondante de fruits et de légumes frais tout au long de l'année, quelle que soit la latitude, est possible. Enfin, la pisciculture peut être installée en bord de rivière. Les sources d'énergie sont diversifiées pour produire de l'électricité. Cela permet de lisser les pics de consommation en stockant le moins possible. La biomasse, les éoliennes, les panneaux solaires, les centrales de biométhanisation, la géothermie de masse convergent vers les centres de production d'électricité locale affectés à un quartier. De plus, le maillage électrique en grille permet de répartir les consommations sur l'ensemble de la ville. La zone de traitement des matériaux est située à la sortie du quartier. Dans les appartements, les déchets sont séparés dans des bacs accessibles depuis le palier en 3 catégories. Les matériaux organiques, les déchets propres et les déchets sales. Un agent spécialisé dans les matériaux récupère et traite ce qui est mis dans les bacs. Les matériaux organiques sont utilisés directement dans la production de chaleur de l'immeuble par biométhanisation. Dans la mesure du possible, les matériaux propres sont réduits en poudre et recyclés directement dans l'immeuble pour la création d'objets en impression 3D. De ce fait, les habitants ont tout intérêt à nettoyer leurs déchets. Les matériaux sales restants sont triés, récupérés et envoyés vers les aires de recyclage locales ou en bordure du cordon urbain. Les produits composés de plusieurs matériaux sont entièrement démontés afin de récupérer la matière première pour la recycler. Les supertrains sont construits de part et d'autre du cordon urbain. De chaque côté, 2 voies dans un sens et 2 voies dans l'autre assurent la fluidité des transports. Les supertrains sont 2 fois plus larges que ce que nous connaissons. Pour chaque sens, une voie lente et une voie rapide permet d'optimiser et de réguler les débits nécessaires en fonction de la destination des voyageurs. Les avantages de la ville. Elle peut être construite progressivement, un premier quartier, puis un deuxième, et ainsi de suite, en ne perdant pas de vue l'occupation finale de la ville sur le territoire.
La ville peut être construite à toutes les latitudes, dans le désert, dans la forêt. Sa taille peut varier en fonction des besoins. Surtout, elle peut s'adapter à un tissu urbain déjà existant. Ceci afin de conserver les centres historiques et la culture locale d'un territoire. La construction de la ville se fait dans l'espace, par tronçons, à sa propre vitesse, entre les villes existantes, jusqu'à sa réalisation finale. Le concept de la ville peut également être utilisé pour les mégalopoles. Dans ce cas, il est nécessaire de créer des liens de circulation entre le centre de la mégalopole naissante et les agglomérations périphériques. Au final, nous retrouvons autant de cellules urbaines possédant leur propre autonomie et particularités, avec une qualité de la vie qui a considérablement augmenté. Les avantages de la ville en termes de perspectives futures sont cruciaux pour la qualité globale de la vie humaine, le réchauffement climatique et le respect de la biosphère terrestre. La ville Indco vous offre de transformer votre territoire urbain pour une ville moderne et son territoire associé. Nous sommes à votre disposition pour réaliser votre étude et votre plan d'adaptation locale en fonction de vos besoins. Ces dernières images en musique vous permettent de revoir la construction progressive de la ville dans le temps et dans l'espace. Enfin, elles permettent d'imaginer que le concept de la ville puisse se transformer en urbanisme territorial multicellulaire. Rappelons, pour terminer, que la structure en cellules est à l'origine de la vie.